Bonjour, alors aujourd'hui donc on va démontrer un résultat très important dans la réduction des endomorphismes. Donc il s'agit alors du noyau, bien pardon, du théorème donc de la décomposition des noyaux. Alors voilà l'énoncé donc de ce résultat qui est vraiment très utilisé. Alors regardez bien, donc je prends, alors c'est un théorème. Alors, donc qu'est-ce que je fais ici? Donc j'ai besoin d'un endomorphisme, donc je vais prendre d'un espace vectoriel, alors soit donc E1K, donc un K espace vectoriel. Je vais prendre donc un endomorphisme, U appartient à L de E, donc un endomorphisme de E, et je vais prendre donc des polynômes, alors P1 jusqu'à Pk appartenant à K de X, 2 à 2, premier entre eux. Donc voilà l'énoncé, en fait, les conditions. Donc je prends E, un K espace vectoriel, donc de dimension finie. Je prends un endomorphisme de E. Je prends des polynômes P1 jusqu'à Pk qui sont dans K de X, des polynômes, voilà, et qui sont 2 à 2. Alors ça c'est très important. Donc 2 à 2, premier entre eux. Donc avec ces conditions-là, qu'est-ce que je peux dire? Alors je vais prendre donc, alors on note, juste pour faciliter un petit peu, on note P, ça va être le produit de tous ces polynômes-là. Donc I allant de 1 jusqu'à K des PI. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc à partir de là, je peux dire que le noyau de P de U, donc là c'est un polynôme d'endomorphisme, c'est la somme directe des noyaux suivants. Donc I appartient de 1 jusqu'à K, alors ker PI de U. Donc le ker de P de U ici, je le décompose en fait en somme directe des ker des PI de U. Voilà. Alors, on va voir un petit peu donc la démonstration, mais avant de faire la démonstration, je vais vous faire un petit rappel brièvement sur les polynômes d'endomorphisme et aussi un résultat qui est vraiment le résultat clé qui nous permet de faire la démonstration. Donc il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle l'identité ou le théorème de Bézout. Alors, donc on y va. Un petit rappel très vite. Rappel. Donc, pour le rappel, eh bien, donc je vais prendre P, donc P qui appartient à K de X, donc c'est un polynôme. Ce P là, je peux l'écrire alors d'une façon générale, donc sous la forme de AI XI, I allant de 1 jusqu'à un certain 1 qui va être le degré de N, de P, pardon. Alors, que je peux écrire alors d'une façon, alors, A0 plus A1X plus jusqu'à AN XN. Donc à ce polynôme-là, je peux associer ce qu'on appelle donc un endomorphisme associé à U. Donc je peux noter alors P de U, que je peux écrire de la façon suivante. Donc A0, je mets l'identité ici, l'identité de E, plus A1, et donc là je vais mettre U, là jusqu'à donc AN et U exposant N. Alors sachant donc l'identité c'est un endomorphisme de E, U c'est un endomorphisme de E et la somme de deux endomorphismes est un endomorphisme, etc. Sachant que UN ici, le UN c'est exactement U rang U N fois, qui reste encore un endomorphisme. Et donc il s'agit ici d'un endomorphisme. De cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? On définit ce qu'on appelle un morphisme d'évaluation, qui est le suivant. Donc je vais prendre phi, je vais indexer par U, qui va aller donc de K de X, ici. Alors K de X, là, muni donc de plus fois
pour que ça fasse un espace vectoriel. Et je rajoute encore la multiplication pour que ça fasse une algèbre. Donc il va d'ici vers L de E. L de E qui est muni alors de plus, donc la somme des endomorphismes. Alors la multiplication comme c'est là, donc c'est la multiplication par un scalaire. Et aussi la composition, pardon, et la composition des endomorphismes. Et donc pour chaque polynôme P, je fais correspondre phi U de P qui fait P de U. Et le P de U ici, c'est ça. Donc pour chaque polynôme, je fais correspondre cet endomorphisme-là. Donc je ne vais pas faire la démonstration ici, même si elle est simple. Eh bien, cette application-là, c'est un morphisme d'algèbre, parce que là j'ai une algèbre, c'est un morphisme d'algèbre et surtout qui est commutatif. Donc commutatif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez fait de P fois Q, et bien ça fait donc la même chose que fait de Q fois P. En quelque sorte ici, et bien je vais obtenir la chose suivante, c'est-à-dire j'ai P, alors PQ de U égale à QP de U. C'est-à-dire P de U rond Q de U égale Q de U rond P de U. Donc voilà, ça on en aura besoin dans la démonstration. Donc ça c'est un morphisme bien sûr qui est donc voilà, c'est un morphisme d'algèbre. Alors c'est pas vraiment l'occasion. Donc comme L de E est un espace de dimension finie puisqu'on a supposé E est de dimension finie, et donc ce morphisme-là ne peut jamais être égal, en fait, ne peut jamais être injectif, parce que sinon, on aura une contradiction avec la dimension, puisque là, il s'agit d'un espace de dimension finie, ce qui n'est pas le cas pour celui-là. Donc, à partir de là, on peut même parler donc, du polynôme annihilateur, qui va être, bien sûr, le polynôme qui va engendrer le noyau ici, alors donc, le noyau de phi de U, et donc, ça ce qu'on appelle donc le polynôme minimal. C'est pas vraiment le sujet, mais on va en parler peut-être ultérieurement. Voilà donc un résultat que je vais utiliser aussi. Eh bien, je vais donc avoir un autre résultat encore. Donc, il s'agit alors d'un théorème sur les arithmétiques des polynômes. C'est que si vous avez deux polynômes, alors c'est P, alors P et Q. Donc, théorème de Bézout, si vous voulez. Alors, donc je vais le lancer que pour deux polynômes, et il est valable aussi pour n'importe quel ensemble de polynômes, bien sûr, premier entre eux, 2 à 2. Donc si je vais prendre, alors soit P et Q appartenant à K de X. Et donc P et Q sont premiers entre eux. Alors premier entre eux, je peux le noter comme ça. C et seulement C, il existe U, V appartenant à K de X, donc deux polynômes, tels que U, P plus V, Q égale à 1. Et donc ça s'appelle bien sûr donc l'identité de Bézout, que l'on va utiliser encore une fois dans la démonstration. Donc ça, alors je vais le noter encore ici, donc là, ça c'est le premier, et là le deuxième résultat que l'on va utiliser encore, c'est que, alors, U, UV, premier entre eux, égale à 1, C et seulement C, il existe A, B appartenant à K de X, tel que A, U, bien AP plus BQ égale à 1. Donc je vais utiliser souvent ces deux résultats-là pour la démonstration. Allez, on y va. Donc la démonstration ici, on va la faire par récurrence sur le nombre K ici. Allez, donc première étape. Alors, regardez bien. Donc ce qui se passe ici, alors récurrence, donc on va faire une récurrence sur le nombre K. Donc K ici, alors je n'avais pas précisé, donc c'est un K qui appartient à n étoiles. Donc pour K appartient à n étoiles. Donc ça démarre à partir de 1. Eh bien, si K égale
A1, j'ai pratiquement rien à démontrer puisque là tout simplement vous avez P égale à P1, donc P, il n'y a qu'un seul polynôme. Et bien dans ce cas-là, directement, ben, j'ai ker de P de U égale ker de P1 de U. Donc rien à démontrer ici puisque on a un seul polynôme. Alors c'est intéressant lorsque k égale à 2 et ça va être la clé de la démonstration. Donc lorsque k égale à 2, donc si k égale à 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai P qui est égal à P1, P2. Et donc, il s'agit de démontrer quoi? Il s'agit de démontrer que ker de P de U égale ker de P1 de U plus en somme directe ker de P2 de U. Voilà, donc c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, pour démontrer ça, ben, on a deux choses à démontrer. Il faut d'abord démontrer que c'est une somme directe, donc que ker de P1U plus ker de P2U, donc c'est une somme directe. Et ensuite, il faut que cette somme directe soit égale à cet espace-là. Allez, on y va. Donc, montrons que ker P1 de U plus ker P2 de U est direct. Donc j'ai pas entouré le plus parce que je ne sais pas pour le moment s'il est direct ou pas. Alors, et on sait très bien pour démontrer qu'une somme est directe, ben, il suffit juste de démontrer que l'intersection de ces deux espaces est réduite à l'élément neutre. C'est-à-dire, il faut que je démontre que ker de P1 de U inter ker de P2 de U est réduit à l'élément neutre. Donc pour cela, ben, je vais prendre un élément dans cette intersection et je dois démontrer que cet élément-là, c'est égal à 0. Donc soit x appartient à ker de P1U inter ker de P2 de U. Très bien. Et donc à partir de là, il faut que je démontre que ce x égale à 0. Et bien là, je vais donc utiliser ce deuxième point-là. Hein? Donc le fait que P1 et P2 sont premiers entre eux, eh bien on aura toujours l'existence de deux polynômes A et B, ben, tels que on a l'identité de Bézout. Donc, eh bien, alors, comme P1, P2 égale à 1, eh bien, il va exister A, B, deux polynômes appartenant à K de X, tels que, eh bien, A, P1 plus A, B, pardon, P2 égale à 1. Donc, et là, donc je vais appliquer donc, ce polynôme-là à U et ce polynôme-là à U. Donc je vais avoir ici A rond U, pardon, AU rond P1 de U. Donc j'applique ce polynôme-là à U, avec bien sûr le morphisme d'évaluation de tout à l'heure, plus B de U rond P2 de U égale à l'identité de E. Et donc ça c'est un endomorphisme de E, ça c'est un endomorphisme de E, ça c'est un endomorphisme de E. J'applique donc la somme de deux endomorphismes est un endomorphisme aussi, et j'applique à ce x-là, qui est dans l'intersection. Donc cet endomorphisme appliqué à x, plus cet endomorphisme appliqué à x, ça va faire l'identité appliquée à x, qui va faire x. Donc je vais avoir ici A, U, rond, P1, U, appliqué à x, plus B de U, rond P2 de U, appliqué à x, égale à l'identité appliquée à x, qui va faire x. Et là, bingo, puisque, regardez bien, on avait dit que x, il est dans le quart de P1. Donc, puisqu'il est dans le quart de P1, ben, ça veut dire que ça va faire 0. Et AU qui est un endomorphisme appliqué à 0, ça va faire 0. Donc, tout ça, ça va faire 0. Alors, j'ai aussi x qui est dans le quart de P2. Et donc, P2 de U de x, ça va faire 0.
Et donc, un endomorphisme appliqué à 0, ben, ça va faire 0. Donc, tout ça, ça va faire 0. Qui veut dire 0 plus 0 égale à x. Et bien, ça veut dire que x égale à 0. Donc, ça permet de dire que x égale à 0. Donc, on a pris un élément de l'intersection et on a trouvé que ça fait 0. Eh bien, tout simplement, ben, cela permet de dire que l'intersection des deux noyaux là, donc, alors, ces deux noyaux, leur intersection, ça fait exactement 0. Et si ça fait 0, ben, cela veut dire que je peux dire que cette somme est directe. Donc j'ai la somme, cette somme est directe. Alors maintenant, ce qui me reste à démontrer, c'est que cette somme-là, il faut que ça fasse cet espace-là. Donc, pour démontrer ça, ben, je vais le faire avec la double inclusion. Donc, montrant que ça est inclus, en fait, que cet ensemble est égal à celle-là. Alors, on sait très bien pour l'égalité des ensembles, pour démontrer que deux ensembles sont égaux, eh bien, il suffit de démontrer ce qu'on appelle la double inclusion. C'est-à-dire, là, il faut que je démontre que j'ai cette inclusion, et ensuite, celle-là. Alors, je vais démontrer par la première. Donc, montrant que ker de P de U est inclus dans ker de P1 de U plus ker de P2 de U. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette inclusion-là? Ça veut dire, quand je prends un élément de ker de P de U, ben, il faut que je l'écrive sous la forme de la somme de deux éléments, un ici et le deuxième est là. Donc, c'est ça ce qu'on va démontrer par la suite. Eh bien, pour cela, donc soit x appartenant à ker de P de U. Donc, alors juste à savoir, appartient à un ker, ça veut dire que P de U, qui est un endomorphisme appliqué à x, ça fait 0. C'est ça ce que ça veut dire. Très bien. Alors, encore une fois, ben, je vais utiliser ce qu'on appelle l'identité de Bézout. Hein. Donc, comme tout à l'heure, elle existe. Alors, le fait que P1 et P2, je ne vais pas répéter donc la démonstration tout à l'heure. Donc, P1 et P2 sont premiers entre eux. Elle existe A, B appartenant à K de X, tel que, donc j'ai A P1 plus B P2 égale à 1. Voilà, et donc j'applique encore une fois tout ça à l'endomorphisme U. Donc ça c'est un polynôme, et là c'est un polynôme aussi, donc il est un polynôme constant. Donc j'applique à U, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien je vais avoir AU rond P1 de U plus B de U rond P2 de U égale à l'identité de U. Voilà, et je l'applique encore une fois à x comme tout à l'heure. Donc j'applique à x ici, puisque là c'est un endomorphisme, j'applique à x, plus là aussi j'applique à x, et là ça va faire l'identité appliquée à x qui va faire x. Voilà, et là c'est presque gagné, puisque regardez bien ici, alors il ne faut pas oublier que, comme, alors j'ai P, il ne faut pas oublier ça, donc égal à P1, P2. Et donc j'ai P de U, ça va faire P1 de U, rond P2 de U. Et comme on avait dit que le morphisme d'évaluation est commutatif, je peux bien inverser ici. Donc là, ça va faire aussi P2 de U, rond P1 de U. Et donc, regardez cet élément-là. Cet élément-là, si je lui applique P2,
Ah, donc, si je l'applique P2, eh bien, à un moment donné, puisque j'ai tout ça, je peux modifier ou bien je peux changer comme je veux. Je peux avoir A, U1, rang P1 de U, rang P2 de U. Ou bien P2 de U, rang P1 de U. Et donc, comme P de U, c'est P1 rang P2, donc ça va faire 0 en lui appliquant P2. Et donc, je peux dire que cet élément-là, il appartient au caire de P2 de U. Donc là, je peux appeler cet élément-là X2. Et là, la même chose, je vais l'appeler X1. D'accord? Donc, on va démontrer, alors ça, c'est X1. Et donc, on va démontrer que X2, il est dans caire de P2 de U, et X1, il est dans caire de P1 de U. Et donc, de cette façon-là, j'aurais écrit X sous la forme de X1 plus X2, qui est dans cette décomposition-là. Et j'aurais démontré cette conclusion. Eh bien, on y va. Donc, à partir de là, eh bien, je peux effacer ici. Alors, donc ici, eh bien, je vais appliquer donc, là, je l'ai appelé X2, donc je vais lui appliquer P2. Alors, j'ai P2 de U de X2 égale, donc, P2 de U de X2 égale à P2 de U. Alors, appliquer ici, puisque X2 c'est AU rang P1 de U, donc AU rang P1 de U appliqué à X. Et là, puisque on avait dit donc le morphisme d'évaluation était commutatif, donc c'est pour ça que je l'avais donc bien annoncé en premier, eh bien je peux modifier l'ordre ici comme je veux. On va écrire ici, donc ça va faire AU rang P1 de U rang P2 de U appliqué à X. Et ça va faire A de U rang. Alors P1 de U rang P2 de U, ben, tout simplement c'était P de U. Donc là c'est parce que P1 P2 égale à P. Donc c'est P de U de X. Or le X, on l'avait pris, il est dans le caire de P de U. Donc ça va faire 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet élément-là, X2, il est dans le caire de P2. P2 de U. Alors regardez bien maintenant, si je fais la même chose pour X1 qui est celui-là, et cette fois-ci je vais appliquer P1, je vais avoir la même chose et je vais avoir un 0 à la fin. Je vais donc bidouiller ici pour avoir la même chose, et donc là je vais avoir donc P1 ici et là, là, donc là je vais avoir un P1, et là par contre c'est un P2. Et donc, à partir de là, ben, je vais avoir P1 de X, et ben, je vais avoir 0 aussi. Eh bien, qui veut dire ici, ben, je vais donc, j'ai bien démontré, alors chaque élément ici, on peut l'écrire sous la forme d'un élément de là, plus un élément de là, ben, qui veut dire que caire de P de U est bien inclus, donc j'ai bien cette inclusion-là. Alors maintenant, on va démontrer la deuxième inclusion. Et donc, alors, la deuxième inclusion. La deuxième inclusion, elle est vraiment triviale puisque, alors vous allez voir là tout de suite. Donc, la deuxième inclusion, ça veut dire qu'il faut que je démontre que ça est inclus dans là. Et bien, si j'arrive à démontrer que caire de P1 est inclus dans caire de P de U, ben, je vais être gagné puisque je vais avoir le même travail pour caire de P2 de U, et donc la somme, ça va être encore inclus dans caire de P2. Alors, on y va. Donc, soit X appartient donc à caire de P1 de U. Cela veut dire quoi? Bah, cela veut dire que P1 de U appliqué à X égale à 0. Je lui applique P2 de U. Alors, P2 de U. P1, alors rang P1 de U de X. Et donc, P2 U de cet élément-là qui est égal à 0, ben ça reste 0 puisque c'est un endomorphisme. Et ça, c'est quoi? Et bien ça, c'est tout simplement, c'est P de U de X. Qui veut dire que X appartient à caire de P de U.
Et donc, j'ai alors à partir de là, donc à partir de, de ce travail-là, eh bien, je peux faire le même travail, regardez bien, donc là, j'ai ça, et si je prends par exemple donc ker de P2, ben, je vais faire le même travail ici, donc je vais avoir juste à changer les indices, et là, au lieu d'appliquer, donc, là, je vais appliquer 1 ici, et là, j'ai un 2, et comme c'est commutatif, donc je peux bien échanger ces deux endomorphismes pour avoir P de U de X égale à 0. Et donc X appartient à un quart de pi. Alors, à partir de là, ben, je peux dire que j'ai, bien sûr, donc j'ai quart de P1 de U qui est inclus dans quart de P de U. Pareil, donc j'ai quart P2 de U qui est inclus dans quart de P de U. Et donc, comme il s'agit des sous-espaces vectoriels, eh bien, la somme reste encore dans P de U. Donc, à partir de là, je peux dire que quart de P1 de U, plus, alors je ne mets pas direct pour le moment, quart de P2 de U est inclus dans quart de P de U. Et donc là, c'est valable pour n'importe quel sous-espace vectoriel. Vous avez donc là, par exemple, un sous-espace vectoriel ici, et un sous-espace vectoriel là, ben, la somme des deux, ça va faire ça, sans que la somme soit directe. Mais on avait démontré que la somme était directe, c'est-à-dire que ça reste encore dans quart de P2. Et donc à partir de là, ben, j'ai bien l'égalité. Donc à partir de là, eh bien, j'ai la somme. Donc on a démontré la propriété pour k égale à 2 et c'est la clé de la démonstration. Vous allez voir que la suite est très simple. Alors, donc, conclusion, ben on a alors si k égale à 2, et bien donc j'ai bien maintenant quart de P de U est égal à quart de P1 de U, ensemble direct, quart P2 de U. Voilà, donc on va démontrer maintenant l'hérédité. Donc, alors on suppose que c'est vrai, alors on suppose le résultat vrai pour k qui est supérieur ou égal à 2, parce qu'on l'a démontré pour les deux, et montrant que c'est encore vrai, pour k plus 1. Hein, d'accord? Et bien voilà, donc je suppose que maintenant notre P est égal à P1, P2 jusqu'à Pk et Pk plus 1. Voilà, et donc on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Et donc je vais noter tout ça, je vais noter Q. Donc de cette façon-là, eh bien j'ai P qui est égal à Q, Pk plus 1. Et là, le fait que les PI ici, ils sont donc 2 à 2 premiers entre eux, bah, cela veut dire que le produit ici, P1, P2 jusqu'à Pk, est premier avec Pk plus 1. Donc c'est un résultat que je vais utiliser ici, donc, mais c'est vrai. Donc, qui veut dire ici, donc j'ai P est égal à Q, Pk plus 1, et bien avec ici, bien sûr, Q et Pk plus 1 sont premiers entre eux. Et donc à partir de cet instant-là, eh bien je peux utiliser donc l'hypothèse de récurrence qui est valable, qui est vraie pour k supérieur ou égal à 2. Donc là j'ai deux polynômes, ou bien je peux utiliser donc le premier cas ici, donc lorsque j'avais démontré que c'est vrai pour k égale à 2. Et je vais donc, à partir de là, d'après donc ce qui précède, ça permet de dire que quart de P de U égale quart de Q de U plus quart de Pk plus 1 de U. Voilà. Or,
ici, encore une fois, ben, l'hypothèse de récurrence, je vais l'appliquer ici puisque Q ici, c'est quoi? Eh bien, Q, donc c'est P1, P2 jusqu'à Pk. Et on avait démontré que, en fait, on avait supposé qu'il y ait l'hypothèse de récurrence, que la propriété est vraie pour K. Donc, c'est vrai pour K, ça veut dire que ça, donc ça, je vais l'écrire sous la forme donc, de la somme K allant de 1 jusqu'à, pardon, la somme directe, donc de K allant de 1 jusqu'à N, jusqu'à K, pardon, de ker de P, PI de U, plus ker de PK plus 1 de U. Donc là, c'est l'hypothèse de récurrence. Et là, ben, j'ai utilisé le fait que Q et PK plus 1 sont promis entre eux, que j'avais démontré pour le deuxième cas. Et bien, ça et ça, donc la somme directe, c'est une somme qui est commutative et même associative. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, tout simplement, ben, ça va faire alors la somme pour I allant de 1 jusqu'à K plus 1 ici. Donc, je rajoute ce cas-là pour avoir ker de PI de U. Et donc, c'est vrai, alors on a démontré que c'est vrai, on a supposé que c'est vrai pour K, et on a démontré que c'est vrai pour K plus 1, eh bien, ça veut dire donc, par hypothèse, par récurrence, cela veut dire que ça c'est vrai pour n'importe quel cas appartenant à N. Et donc, du coup, eh bien, j'ai bien ce résultat-là. Alors, en plus de ça, donc, je ne vais pas le démontrer ici. Bon, même c'est très simple à voir aussi en utilisant l'identité de Bizomé pour plusieurs polynômes. C'est que la projection, donc quand je fais la projection, parce que là, si vous voulez, donc c'est la somme de ces espaces-là, donc de ker de pi de u, et bien, quand je fais la projection sur chaque sous-espace ici, et bien ça va faire encore, donc la restriction, bien la projection, ça va rester toujours un polynôme en U. Donc je ne vais pas le démontrer ici, mais c'est vraiment très simple de le voir, bien sûr en composant, bien en utilisant l'identité de Bézier pour plusieurs polynômes pour les PI ici. Voilà donc le lemme de noyau, et ce théorème-là, il est très très important. Alors notamment, regardez bien, donc si vous voulez comme corollaire, c'est lorsque P est un polynôme annulateur de U. Si P par exemple annule U, ça veut dire que là, ker de P de U, ça va être tout l'espace. Donc dans ce cas-là, eh bien, si vous voulez, si c'est P de U, alors, c'est P annule U, donc P est un polynôme annulateur de U. Donc ce qui fait cet espace-là, eh ben, ça va faire le E en entier, que je peux écrire sous la forme ker de PI de U. Et c'est exactement ce qui se passe au moment de la diagonalisation et de la trigonalisation. Et donc, c'est ce qui me permet d'écrire des fois que E, c'est la somme directe des sous-espaces propres. Et c'est que E est la somme directe aussi, alors bien sûr dans les conditions, hein, lorsque le polynôme est scindé simple par exemple, eh bien j'ai E, ça va être la somme des sous-espaces propres. Et si j'ai juste le polynôme caractéristique qui est juste scindé, donc je peux avoir la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Donc je vais revenir à ça sur d'autres vidéos. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette belle démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci.